Alors je vais vous parler pendant 3 vidéos de l'histoire du Champ de Mars. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des grands chamboulements au Champ de Mars. On discute de projets pour le transformer. Et pour bien préparer l'avenir, il faut comprendre les choix du passé. C'est très important de comprendre des choix qui sont parfois subtils et mal connus. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de documents, de livres, de vidéos sur la Tour Eiffel, mais il n'y a quasiment rien sur le Champ de Mars. Et pourtant, c'est un lieu très intéressant. Et la troisième raison, justement, c'est que depuis le XVIIIe siècle, le Champ de Mars concentre une quantité d'événements essentiels de l'histoire de France. Alors, la deuxième partie du 19e est la période des expositions universelles au Champ de Mars. Alors, il faut bien comprendre en quoi consistent ces expositions universelles. Alors, au départ, la première exposition universelle a lieu à Londres, et Napoléon III y va, et il comprend tout de suite l'intérêt de ces expositions universelles. Alors, en effet, jusqu'à présent, il y avait des expositions thématiques, expositions internationales thématiques sur telle ou telle industrie ou telle branche de l'économie ou de l'innovation, un peu comme les salons professionnels aujourd'hui. Mais dans ces grandes expositions, la France n'était pas toujours à son avantage parce que des pays très avancés sur le plan technologique et industriel comme l'Allemagne et l'Angleterre étaient des concurrents difficiles. Et Napoléon III a tout de suite compris que l'exposition universelle de Londres, c'était une formule qui était très favorable à la France parce que c'était une formule qui associait toutes les créations de l'esprit, qu'il s'agisse des créations scientifiques et techniques d'une part, ou des créations artistiques. Or, en matière artistique, la France était un pays très puissant, très organisé, avec énormément d'artistes, et donc le fait d'associer l'industriel, l'innovation scientifique avec le progrès des arts, c'est en cela que consistent les expositions universelles. Il faut bien comprendre que le mot universel ne veut pas dire international. Il y a beaucoup d'expositions qui associent des pays très divers, qui sont donc des expositions internationales. Universelle veut dire une exposition qui associe toutes les composantes de l'esprit de création et d'innovation. Alors, une première exposition universelle a lieu à Paris en 1855, donc au début du Premier Empire, et elle est installée principalement sur les Champs-Élysées. Mais les 4 expositions suivantes, de 1867, 1878, 1889 et 1900, vont être centrées sur le Champ de Mars. L'importance et le succès de ces expositions à Paris est considérable. Aucune exposition universelle n'a eu autant de succès que par exemple celle de 1900, et à un degré un petit peu inférieur, celle de 1889. C'est vraiment le moment du triomphe de Paris, de son rayonnement international, et c'est aussi un moment où il y a une sorte d'optimisme républicain qui croit en une certaine idée du progrès, qui associe à la fois les bienfaits du progrès technique et les richesses de la création artistique. L'association des deux est typique de cette époque et typique des expositions universelles. C'est ce qu'on va voir en passant un petit peu plus en détail ces 4 expositions universelles. Ces 5 expositions universelles, pardon. Bon, alors maintenant, je vais parler de l'exposition de 1878. C'est la 3e exposition universelle en France et c'est la 2e au Champ de Mars. Et là, c'est vraiment le grand jeu. Et cette exposition, qui est moins connue que les suivantes, celles de 89 et de 1900, est vraiment une exposition très intéressante. Et notamment, il y a des bâtiments importants qui sont construits à cette occasion. Et
Alors comment ça se présente? Alors sur le Champ de Mars, qui est plus grand que le Champ de Mars actuel, puisqu'il va de l'avenue de la Bourdonnais à l'avenue de Suffren, il y a un grand quadrilatère avec tous les stands à l'intérieur, mais côté Seine, rive droite et rive gauche, il y a des jardins qui sont aménagés. Alors dans ces jardins, on trouve un certain nombre de choses intéressantes, comme par exemple la Statue de la Liberté, enfin ou plutôt la tête de la Statue de la Liberté grandeur nature, c'est-à-dire très grande. Et il y a aussi des jardins anglais avec bassin qui restent grosso modo tels quels encore à l'heure actuelle de part et d'autre de la Tour Eiffel, qui n'est pas encore construite à cette époque. Alors, entre la rive droite et la rive gauche, il y a le pont d'Iéna, qui est plus ancien, qui est une construction néoclassique, mais qui est assez intéressant et assez beau à l'époque, parce qu'il est plus étroit qu'à l'heure actuelle. C'est un peu intermédiaire entre un pont et une passerelle, et les 4 statues de cavaliers néoclassiques sont beaucoup mieux proportionnées avec le pont, c'est-à-dire qu'elles prennent vraiment de l'importance et elles dominent le pont. Alors malheureusement, ce pont a été considérablement élargi par la suite. Les statues sont écartées, on les a remis dans le face à la vue plutôt que dans le sens du pont par la suite. Et surtout, il y a tout un ensemble de lampadaires qui coupent la vue, qui ont été installés. Si bien que le pont d'Iéna à l'heure actuelle a beaucoup moins de cohérence et de force que le pont d'Iéna tel qu'on le voit dans les images d'archives. C'est assez dommage, notamment ces histoires de lampadaires qui coupent la grandeur de ces cavaliers néoclassiques. Je le dis au passage, ce qui était considéré comme les héros de référence à l'époque, c'était le cavalier romain, le cavalier grec, le cavalier gaulois et le cavalier arabe. Voilà. Alors, de l'autre côté de la Seine, donc rive droite, il y a un bâtiment absolument magnifique qui est construit, qui est le palais du Trocadéro. Alors, ce bâtiment, personne ne le connaît parce qu'il a été détruit depuis, hein, mais c'était un bâtiment somptueux et plein de fantaisie. C'est vraiment un bâtiment comment dire, qui a toute la verve et de la belle époque. Il y a une diversité de matériaux, il y a de la brique, il y a de la pierre, il y a du bronze. Il est prolongé sur les côtés par 2 ailes courbes qui sont comme des bras qui se tendent vers la Seine. Alors ces ailes existent toujours à l'heure actuelle dans le palais de Chaillot, mais elles ont été mises dans des sarcophages de béton, si bien qu'il y a toujours la forme de l'arrondi de ces ailes, mais on ne voit plus le dessin d'ensemble avec sa promenade et tous ses ornements. Alors dans ce palais du Trocadéro, il y avait aussi beaucoup de sculptures, souvent magnifiques, et qui ont été toutes envoyées à la décharge en 1937. Il y a eu un changement de goût en 1937 et tout ça a été envoyé en province, dans les musées de province, qui eux-mêmes les ont envoyés à la décharge. Et on peut quand même avoir une idée de ces sculptures parce qu'elles ont été retrouvées par la conservatrice du département des sculptures du musée d'Orsay, Anne Pinjot. La plupart ont été retrouvées dans une décharge aux environs de Nantes. Et en fait, ce qui les a sauvées, c'est qu'elles servaient de cible d'entraînement à des chasseurs. Si vous voulez, quand les chasseurs atteignaient leur cible, ça tombait sur le métal, ça faisait ding et ils étaient contents. Sinon, elles seraient enfouies et disparues sur les ordures. Alors maintenant, quand on va sur le parvis du musée d'Orsay, on voit toute une série on voit six femmes allégoriques qui incarnent les 6 continents, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étant 2 continents. Et il y a toutes sortes d'animaux, il y a le rhinocéros, il y a le cheval, etc. Et donc ça donne un peu une idée de cet univers sculpté du palais du Trocadéro. Alors ce palais du Trocadéro a eu un grand retentissement international. Enfin, je le souligne parce qu'aujourd'hui il est complètement oublié et disparu du paysage parisien, mais à l'époque il a eu un grand retentissement international. Et j'en veux pour preuve 2
compte rendu en quelque sorte, enfin, 2 témoignages qui ont été faits dans les 2 extrémités du monde. D'abord en Russie, il y avait un mouvement qui s'appelait Mir Istutstva, qui avait une revue, et dans cette revue, il faisait part des actualités artistiques qui leur paraissaient intéressantes à travers le monde, et il y a des vues de ce palais du Trocadéro, là. Il y a une autre illustration qui est intéressante, qui est peinte par un artiste américain qui s'appelle Henry Ossawa Tanner. Alors cet artiste était assez intéressant d'ailleurs, je le dis au passage, c'est un des premiers artistes, même peut-être le premier artiste noir américain. Il était le fils d'une esclave noire et d'un pasteur. Et il a été l'élève d'un artiste très original et assez remuant de l'époque, qui était Thomas Hickins, qui l'a formé dans ce qu'on appelait l'école, enfin, non, c'était pas tout à fait encore l'école de la poubelle, mais disons c'était ses prémices. Hein. Et c'est devenu un artiste figuratif très intéressant, mais aux États-Unis, il souffrait du racisme ambiant, et il était, semble-t-il, vraiment malheureux. Et c'est pour ça qu'il est venu en France, il s'est établi en France, il a vécu en banlieue parisienne, et il a épousé une chanteuse d'opéra suédoise. C'est un artiste qui a un parcours vraiment intéressant, et son œuvre aussi est belle. Et là, vous voyez une vue de la Seine que personne aujourd'hui n'identifierait comme une vue de la Seine, qui est la Seine avec le profil du palais du Trocadéro. Alors maintenant, je vais parler de la fameuse exposition de 1889, qui a encore plus de succès que la précédente, puisqu'elle réunit, je crois, elle fait venir en France de l'ordre de 20 millions de personnes, donc c'est énorme. Alors, il y a une petite erreur, enfin, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais enfin, quelque chose qui contrarie un peu son succès, c'est que la France a dédié cette exposition universelle à la commémoration du centenaire de la Révolution française. Mais malheureusement, la plupart des pays européens sont dirigés par des monarchies, et donc ça limite un peu l'enthousiasme et la participation. Mais le résultat est quand même très important, et il y a beaucoup de pays qui viennent quand même, mais de façon pas vraiment officielle. Alors, cette exposition de 1889 est bien sûr très connue par la construction de la Tour Eiffel, mais avant la Tour Eiffel, je voudrais parler de 2 ou 3 choses importantes qui l'ont marqué. Alors d'abord, il y a des grandes constructions ici et là, et le Champ de Mars qui est construit est prévu de façon plus ouverte. Il y a une sorte de perspective qui fait qu'on n'entre pas dans un espace fermé, mais on entre dans une perspective. Et au fond de la perspective, il y a un grand bâtiment qui est construit, qui est la Galerie des Machines. C'est un peu une grande halle, et qui restera assez longtemps comme un des lieux d'exposition principaux de Paris. Alors cette exposition se caractérise aussi par un grand déploiement de la statuaire. La statuaire française néo-baroque, qui est peu connue à notre époque, alors qu'elle était foisonnante et magnifique à l'époque, et en pleine puissance. C'est ainsi qu'en plein milieu du Champ de Mars, et donc en plein milieu de l'exposition universelle de 1889, il y a un grand bassin qui est construit par le dénommé Jules Coutan. Alors c'est un artiste qui n'est pas très connu de nos contemporains, mais qui est vraiment un immense artiste, un type vraiment extraordinaire. Alors il a eu une jeunesse, comme beaucoup de sculpteurs de cette époque, assez pauvre. Il était colporteur en papier peint, et puis il est devenu assez vite farouchement républicain, et aussi anti-bonapartiste, anti-clérical. Il a fait par exemple un fameux bas-relief sur la galerie dans le Muséum d'Histoire Naturelle, dans lequel on voit des hommes qui se défendent contre des aigles. Hein, c'est les aigles représentant Napoléon III. C'est aussi quelqu'un qui est très sensible à l'essor de l'industrie. Par exemple, sur le pont Bir Hakeim,
Il y a toutes sortes de figurations d'ouvriers dans diverses activités industrielles. Alors au centre du Champ de Mars, il fait un bassin néo-baroque absolument magnifique et qui, s'il était conservé, serait indiscutablement le plus beau bassin de Paris. Il a été détruit. Alors il y a un deuxième bassin qui est très beau également, peut-être plus élégant encore que celui de Coutan. C'est un bassin qui se situe juste sur la tour Eiffel et qui est d'un sculpteur qui s'appelle Saint Vidal. Alors Saint Vidal, c'est un élève de Carpeaux, mais il est plus tardif, il appartient à une époque qui est plus avancée, plus élégante, plus riche. Et il a fait pas mal de choses, ici et là. Par exemple, il a fait une autre fontaine en Algérie, à Sétif. C'est la fontaine de El Fouara, dans laquelle on voit une nymphe, c'est-à-dire une femme nue, d'où il sort de l'eau. Et cette nymphe a été construite, bien sûr, au temps de la colonisation. Mais depuis l'indépendance de l'Algérie, elle est protégée par la population. Elle a été plusieurs fois attaquée par des intégristes musulmans parce qu'il se trouve qu'elle est en pleine ville et non loin de la mosquée. Ils y sont allés à coups de burin pour casser le visage, pour casser la poitrine. Mais à chaque fois, les habitants qui vraiment ont une sorte d'amour pour cette statue, l'ont restaurée. Et finalement, la troisième destruction, c'est le ministère algérien de la Culture qui s'en est chargé. Tout ça pour dire que cette sculpture néo-baroque, qui est mal connue et souvent dénigrée chez nous, peut être appréciée ailleurs dans des circonstances étonnantes. Donc ce bassin, je vous invite à le regarder. On ne peut plus le connaître qu'en carte postale, comme beaucoup de choses du 19e siècle. Hein. Je signale d'ailleurs au passage qu'il y a une collection de cartes postales du 19e siècle qui s'appelle sur le site À nos grands hommes, qui permet de prendre la mesure de ce qu'était le 19e siècle. Le 19e siècle, on le voit finalement presque mieux en carte postale qu'en se promenant dans le paysage. Alors l'exposition de 1889, on la connaît aujourd'hui, en particulier à cause de la Tour Eiffel, qui est évidemment mondialement célèbre. Alors comment ça s'est passé? Alors au départ, il y a un entrepreneur en construction métallique qui est Gustave Eiffel, qui veut faire une sorte de prouesse pour montrer à la fois que son entreprise et le système de construction est vraiment quelque chose d'avenir. Et donc son équipe commence à dessiner des projets de Tour Eiffel. Et puis progressivement, Eiffel comprend que ce projet en fait est assez moche et assez décalé par rapport à l'esprit des expositions universelles. Qu'est-ce que c'est que l'exposition universelle? C'est l'association finalement des arts et des sciences. Or la Tour Eiffel première version, c'est juste une construction d'ingénieur. C'est une prouesse technique, mais la dimension artistique est absolument absente. Alors à ce moment-là, Eiffel va complètement changer son projet en faisant appel à un architecte, Sauvestre, qui, alors lui, c'était vraiment un architecte de la Belle Époque. Il est sorti de la première promotion de l'ESA, qui a été créée dans l'environnement de Viollet-le-Duc pour porter un enseignement qui est peut-être moins marqué par la tradition académique et qui est justement plus dans l'esprit, disons, de la Belle Époque. Alors, Sauvestre, il a fait pas mal de choses très belles, notamment à la Plaine Monceau et dans les expositions universelles. Donc c'est un architecte qui est vraiment très artiste et qui est représentatif de cette époque. Alors il va complètement redessiner le projet de Tour Eiffel pour en faire justement un bâtiment qui soit à la fois une prouesse technique, mais aussi qui soit très beau et très gai sur le plan architectural. Et le profil est redessiné et il met un certain nombre de décors, notamment au niveau du premier étage. Il y a une ceinture de marquises qui sont très belles,
malheureusement qui ont été enlevés pour l'exposition de 1937. Et le dôme, également, le sommet a une sorte de dôme formé par des arceaux qui lui donnent un profil assez élégant. Et tout le reste également comporte un certain nombre d'ornementations qui sont bien pensées. Et donc, si vous voulez, ce qui est très important de voir, c'est que la tour Eiffel de Sauvestre, elle est typique de cet esprit qui marie technique et art, et c'est un bel objet artistique typique de la Belle Époque. Il est élégant, il est foisonnant, il y a beaucoup de décors, il y a une sorte de gaieté aussi qui est caractéristique de l'optimisme de ce temps. Alors malheureusement, tout l'aspect artistique dans la Tour Eiffel va être détruit à l'exposition de 1937, ou plutôt déposé. C'est un contexte de brutalisation de l'art, et on le verra tout à l'heure. Et la Tour Eiffel actuelle, c'est juste une sorte de charpente ou d'ossature de la Tour Eiffel. Et ce qui serait certainement très, très utile et très souhaitable, c'est de mettre en chantier l'examen de la possibilité de restaurer la Tour Eiffel, de la restituer dans son état initial, avec toute cette dimension artistique qui est absolument absente de nos jours. Régulièrement, on parle de repeindre la Tour Eiffel, mais jamais personne ne pense à la restaurer. Alors c'est ça qui est vraiment le vrai sujet. Alors l'exposition universelle de 1900 est vraiment l'exposition qui a eu le plus de succès, puisqu'il y a 50 millions de personnes qui viennent de la planète entière à Paris. Donc c'est un succès à la fois par le nombre de personnes et par le fait aussi qu'il en vient de tous les pays. Donc c'est l'exposition universelle la plus importante de tous les temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme construction importante? Alors, évidemment, le Champ de Mars est à nouveau mis à contribution, et au fond du Champ de Mars, côté école militaire, il y a un grand bâtiment qui est construit, qui est le Palais de l'Électricité. Alors, côté jardin, il y a une dentelle d'architecture extrêmement virtuose avec des cascades, et derrière, il y a des groupes électrogènes qui fonctionnent donc à l'eau et au charbon, une machine à vapeur, et qui créent de l'électricité pour l'ensemble de l'exposition. Et donc c'est cette eau en fait qui alimente les cascades aussi du palais d'électricité. Je me permets d'insister là-dessus parce que maintenant les groupes électrogènes ne fonctionnent pas comme des machines à vapeur. Alors, sur les côtés, il y a énormément de constructions, notamment consacrées aux beaux-arts. Et puis, la Tour Eiffel est un peu passée de mode, elle est toujours là, mais elle n'intéresse plus énormément les gens, et il n'y a pas eu énormément de visiteurs. Ce qui passionne les gens, c'est un trottoir roulant qui fait le tour de l'exposition universelle par les quais, et qui amène les gens au Champ de Mars et qui repart aux Invalides. Et ce trottoir roulant, il a 3 vitesses, une vitesse rapide, une vitesse lente, et puis le trottoir tout court, stable. Et il arrive contre le Champ de Mars au niveau de l'emplacement actuel de l'avenue de la Bourdonnais. Autre chose intéressante, c'est la construction d'un village suisse avec des chalets, des montagnes, tout un ensemble qui est assez extraordinaire. Et ce village suisse, évidemment, sera complètement détruit après l'exposition universelle, mais son nom reste un groupe d'antiquaires qui est sur place, parce que derrière le village suisse, il y avait une grande roue, et après, quand ça a été démonté, les nacelles ont été posées les unes à côté des autres, et ça a servi à des brocanteurs, et puis finalement, ça a été transformé en un lieu d'antiquité. Mais au départ, c'est un vrai village suisse avec ses chalets, ses montagnes. Les photos d'époque sont assez étonnantes. Alors, quand l'exposition universelle de 1900 se termine, Paris comporte une quantité de monuments absolument faramineuses qui sont des merveilles et qui vont être détruites. Donc c'est un gâchis absolument gigantesque et presque incompréhensible, parce que, alors certes, un certain nombre de monuments n'étaient pas construits pour durer, donc il y avait certaines constructions, certaines sculptures qui étaient dans des matériaux non durables, mais enfin, dans l'ensemble,
les destructions sont inimaginables, alors qu'il y avait vraiment énormément de choses formidables. Ça paraît presque incompréhensible à notre époque d'imaginer ça, mais il faut voir que dans l'esprit des années 1900, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que les beaux-arts sont organisés comme une véritable industrie, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'artistes, de talents, d'architectes, de maçons, d'artisans, absolument inouïe, et que ça semble très facile de construire des merveilles rapidement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un optimisme régnant, c'est-à-dire que d'exposition universelle en exposition universelle, de décennie en décennie, on a l'impression que les arts, comme la science, progressent à toute allure et que c'est pas la peine de garder ce qu'on a construit aujourd'hui, parce que dans 15 ans, ça sera encore plus sensationnel, encore plus grand, encore plus merveilleux, et donc on détruit presque tout. Alors, il y a des choses qui sont rachetées et démontées et remontées ailleurs. On sauve quelques petits morceaux. Alors, par exemple, quand on regarde le pavillon des céramiques de Sèvres, il y en a un petit bout qui a été sauvé et qui est dans le square qui est à côté de Saint-Germain, l'église Saint-Germain-des-Prés. C'est un ensemble qui est très beau, avec un ensemble de céramiques, avec des sculptures de Jules Coutan, justement, mais ce morceau, c'est juste un petit timbre-poste dans un ensemble beaucoup plus riche. Alors finalement, au bout de quelques temps, le Champ de Mars, il est redevenu une sorte de terrain vague, moche, boueux, chaotique et malfamé. Et c'est là que se pose la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Et à ce moment-là, il est décidé de changer de destination. Ça ne sera plus un lieu de grande manifestation comme au début du XIXe siècle, ce ne sera plus un lieu d'exposition universelle. L'idée est d'en faire un jardin. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Alors, pour ces 3 vidéos sur le Champ de Mars, si vous voulez avoir des informations sur les transformations actuelles qui sont prévues pour le Champ de Mars, et notamment pour avoir des éléments pour répondre à l'enquête publique, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association des Amis du Champ de Mars. Ce sont des gens qui suivent la vie du Champ de Mars et qui ont fait une analyse très fouillée du projet actuel, et je vous invite vivement à aller voir leur analyse.